Survivante du Bataclan, Caroline Langlade, c'est un témoignage extrêmement fort. Sortie de secours, sortie au pluriel, publié chez Robert Laffont, 2 ans après le Bataclan. Vous allez nous raconter dans quelques instants ce que vous y avez vécu. J'allais presque dire, comment allez-vous pour ce 2e anniversaire ? C'est étrange, à la fois on sent le temps qui passe, le temps qui avance, on mesure l'ampleur des dégâts dans nos vies, l'impact qu'a eu ce traumatisme encore aujourd'hui, et en même temps l'impression que c'était hier. Oui, une putain de soirée, c'est le mot que vous employez. Oui, une putain de soirée, oui. Vous arrivez avec votre compagnon pour assister à ce spectacle au Bataclan. Vous hésitez à l'endroit où vous mettre, vous pensez aller dans la fosse, c'est-à-dire devant la scène. Puis finalement non, vous allez vous mettre sur le côté, puis finalement non, vous êtes fatigué, vous n'allez peut-être pas rester jusqu'au bout, vous montez à l'étage. Et c'est de là que vous entendez. Oui, j'entends des bruits que j'assimile à des pétards. Quelques minutes avant, le chanteur vient nous annoncer qu'il avait une grosse surprise pour nous. Donc je me dis que c'est l'autre cofondateur du groupe qui est là. Et je me fais cette remarque très bête, en fait, de me dire, mais bon sang, à presque 1 an après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, faire péter des pétards dans une salle de concert à Paris, c'est complètement bête, c'est stupide, c'est vraiment des cow-boys. Et puis, je vois ces gens qui tombent dans la fosse. Vous dites comme un champ de blé balayé par le vent. Oui. Chacun s'écroule comme un château de cartes. Oui, à la fois c'est très doux, en fait, c'est très calme, ça se fait de façon très lente dans mes souvenirs. Et donc du coup, mon cerveau n'arrive pas à comprendre ce qui se passe jusqu'au moment où je vois le tireur. Au moment où je vois le tireur, mon compagnon me tire la main et me dit « il faut que tu t'allonges, c'est grave ». Oui, et sur le coup, vous pensez encore à un spectacle, vous dites le type est déguisé. Oui, j'ai l'impression qu'il est déguisé. En fait, non, il porte des vêtements, mais vu que je n'arrive pas à comprendre, à concevoir ce qui se passe, mon cerveau me crée des impressions, en fait. Oui. Vous voyez les personnes devant vous qui tombent en avant. Il y a un garçon qui s'est assis quelques minutes avant moi, avant que ça commence à tirer, devant moi, qui effectivement va prendre une balle et va basculer par-dessus le balcon. Là, je comprends que ça ne peut pas faire partie du show, que c'est beaucoup trop dangereux, et donc il se passe quelque chose. Qu'est-ce que vous faites à cet instant-là ? À cet instant-là, mon compagnon Alexandre me tire vers lui pour m'allonger. Je me revois avec mon sac qui se vide par terre et je me dis, il rentrera ce qui rentrera, mais il faut que mon téléphone rentre dans mon sac pour que je puisse prévenir dehors de ce qui est en train de nous arriver. Et on commence à ramper sous le feu des balles, ça tire derrière nous. Et j'accroche la basket d'Alexandre en me disant, il ne faut pas qu'on se sépare, il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on arrive à s'en sortir. Vous ouvrez une porte, vous rentrez à l'intérieur. En fait, on est pris en étau entre 2 terroristes qui sont montés à l'étage et un qui est en bas des escaliers devant cette fameuse sortie de secours que je ne peux pas atteindre. Donc du coup, on n'a pas d'autre choix que de rentrer dans une loge. On s'y retrouve à 40, dans 7 mètres carrés, 40 personnes avec lesquelles je vais passer 3h30 d'angoisse, mais aussi 3h30 d'une histoire complètement folle, une belle histoire de solidarité, d'entraide et d'humanité qui rayonne au milieu de l'horreur. Oui, vous entendez le terroriste derrière la porte qui tente d'entrer. Oui, il y a effectivement cette menace qui rôde, en fait, cette ombre que je vois passer en dessous de la porte, cet homme qui nous parle, qui nous dit qu'on va ne pas sortir vivant du Bataclan, qu'ils ont des bombes qui vont tout faire péter. Et donc, je me dis qu'effectivement, il y a quand même un vrai risque qu'on meure. J'ai conscience que tout ce qui est en train de se passer, chaque seconde, est d'une gravité énorme. Et donc, on n'a aucune certitude sur chacune des secondes qui passent. Oui, vous envoyez des textos à votre famille. D'autres regardent des photos de leurs enfants en se disant qu'ils vont mourir. En fait, non. J'appelle ma maman parce que j'arrive pas à joindre la police pour lui donner factuellement les informations dont je dispose. On est pris en otage, on est caché dans une loge, il y a des gens qui tirent sur d'autres gens. Je ne sais pas encore qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Et je lui demande de contacter la police de Paris parce que je n'arrive pas à les joindre. Après, pendant 3h30, je ne donne plus de nouvelles. J'ai qu'une trouille, c'est de leur faire croire que je vais sortir vivante et que finalement l'issue soit fatale. Oui, il y a une solidarité qui se crée. Pourtant, à un moment, l'une des personnes dit « j'en ai marre, tu n'es pas la chef, je vais sortir ». Et vous savez que s'il sort, vous allez tous mourir. Il y a effectivement, chacun est dans une situation qui est délicate et il y a ce garçon contre qui je me retrouve face à face qui me dit que sa compagne est dehors. Et en fait, à aucun moment j'ai pensé à ça. Pour moi, toutes les personnes qui sont avec nous sont accompagnées de la personne avec qui ils étaient, alors qu'en fait non. Bien entendu que dans la cohue, des gens ont pu se perdre. Et il y a cette détresse en fait de ce garçon-là qui veut absolument sortir pour savoir où est sa compagne et je ne sais absolument pas quoi lui répondre en fait. C'est terrible.
terrible. Oui. À un moment, il y a donc une grande explosion. Vous vous embrassez avec votre compagnon, vous dites c'est fini. Oui, au moment de l'assaut donné par la BRI, tout explose de tous côtés. Il y a des tirs qui sont tirés, il y a effectivement des explosions. Un des terroristes explose juste derrière la porte. Il y a ce souffle qui nous propulse en arrière. Il y a cette poussière qui tombe du plafond. Et là, je me dis, je crois qu'on est mort en fait. Il y a cette réalité qui est bizarre. On est dans le noir, il y a cette fumée, on n'entend rien. Moi, j'ai des acouphènes, je ne sais plus du tout où est-ce que je suis. Chaque seconde est très étrange en fait. Oui. Puis voilà, tout ça vous le racontez dans ce livre, tous les détails. Finalement donc, vous allez sortir, vous êtes libéré. Derrière la porte, vous découvrez le corps du terroriste et un policier qui est debout en face de vous. Oui, il y a ce policier avec lequel je vais me retrouver en face à face, qui me parle, qui me dit qu'il ne faut pas regarder ce qu'il y a par terre, que c'est sale en fait, que c'est pas des êtres humains. Ce livre, je raconte dedans ce qui s'est passé le 13 novembre, mais je le raconte, pour la première fois, je sors de ma pudeur pour essayer de donner des éléments pour mieux comprendre tout l'après, en fait, tout ce qui a été le traumatisme pour les personnes qui l'ont vécu, de façon directe ou indirecte, pour essayer de donner des éléments de réponse à tout l'impact que ça peut avoir dans notre vie. Oui, il y a des moments extrêmement forts. Quand vous sortez, on vous dit ne regardez pas par terre, parce que vous dites, mais vous le regardez quand même. Et vous dites ça ressemble au camp de concentration. Vous dites à un moment, on voit un jeune homme en t-shirt blanc, vous dites j'avais envie de me coucher à côté de lui et de lui dire tout ça n'est qu'un cauchemar, tu vas te réveiller. Oui, c'est irréel en fait. Enfin, il y a quelque chose d'étrange. Mon cerveau n'arrête pas de me répéter que ça ne s'est pas passé, que c'est un cauchemar, que je vais me réveiller, ça ne s'est pas passé, je vais me réveiller. Et puis en fait, malheureusement, je ne me suis pas réveillée. C'est pas un cauchemar et c'est la vie, c'est ma vie. Et c'est ce que j'ai vécu. Oui, quand vous êtes dehors, vous vous regardez avec votre compagnon, et là, il y a un échange incroyable entre vous deux. Oui, je dis à mon compagnon, je crois qu'on vient de se marier, en fait, dans le sens où il y a ce lien maintenant, c'est à la vie, à la mort pour nous. Je ne suis pas du tout dans la joie d'être sortie vivante, c'est pas du tout ce que je ressens à ce moment-là, mais je sens qu'on a vécu quelque chose qui vient de nous lier plus que tout au monde. Et mon compagnon me regarde et me dit, en rigolant avec un petit sourire, à sa façon à lui de toujours trouver le pivot pour rendre les choses moins lourdes, moins douloureuses, il me dit, on s'ennuie jamais avec toi. C'est aussi une belle histoire d'amour, ce livre. Évidemment, la reconstruction derrière va être terrible. Vous dites, on devient des fantômes, et vous allez quand même vous battre, et pour retrouver ne serait-ce que la veste que vous portiez ce jour-là, pour que chacun se mette en connexion, fonder une association. En fait, au lendemain, je me suis rendu compte que j'étais devenue l'ombre de moi-même. Ce que j'ai vu dans le miroir le lendemain matin, j'avais la même tête que les hommes qui nous ont tirés dessus ce soir-là. Un regard complètement vidé de quelqu'un qui a vu le plus monstrueux de l'humanité. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas rester dans cet état, il va falloir que j'aille me nourrir d'autre chose, que j'aille me nourrir de quelque chose de profondément humain, de profondément positif. Et puis, Maureen Roussel, le 1er décembre, a lancé cet appel pour retrouver des gens, permettre à des gens de se retrouver ensemble, de reconstruire cette espèce de puzzle. Moi, j'avais cette impression d'avoir perdu une partie de moi. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était cette veste que j'avais laissée au Bataclan. En fait, non. Cette partie de moi, c'est mon insouciance, mon innocence, que je ne retrouverai sûrement jamais. Mais cette moitié de moi, j'ai appris à la remplir d'autres choses. Je l'ai remplie avec des sourires, des larmes, des gens magnifiques que j'ai pu croiser pendant ces 2 années. Oui. Vous racontez d'ailleurs, quand vous retrouvez cette fameuse veste, plusieurs semaines après, il y a l'odeur du vêtement qui vous ramène aux événements et on vous dit, c'est l'odeur de la mort. Oui, en fait, les souvenirs ne sont pas que dans la tête, ils sont aussi dans le toucher, dans le nez, dans ce qu'on entend. On se rend compte que le traumatisme, il est présent et que une petite chose toute simple peut déclencher d'un coup un bruit de ballon qui explose, une odeur, effectivement. Moi, j'ai fait des détours pas possibles pendant des mois et des mois pour ne pas passer devant des boucheries parce que ça sentait cette odeur-là que j'avais sentie là-bas. Oui, vous vous battez. Malgré tout, vous allez rencontrer le président de la République, François Hollande. Il y a des moments pénibles aussi, lorsqu'il y a l'anniversaire et puis un concert du groupe à l'Olympia, une expérience traumatisante, dites-vous. Et puis, au fond, il y a aussi
les héros, parce que vous employez ce mot lorsque vous prenez la parole devant le chef de l'État, vous le faites au nom de tous les héros. Je me rappelle que ça a été difficile pour moi d'écrire ce discours. C'était un discours qui était compliqué parce que c'était une parole que je devais porter de façon collective, au nom de toutes les personnes qui avaient été victimes, de près ou de loin. Et je me rappelle discuter avec mon psychothérapeute et lui dire, je ne sais pas, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est la bonne chose à faire de parler des héros? Et mon psy me dit, je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important. Normalement, les héros meurent à la fin. Et là, c'est bien parce que vous rendez hommage à ceux qui restent, ceux qui se tiennent debout. Si je peux me permettre, vous dites dans ce discours, ce soir-là, les corps se sont emmêlés, enlacés, accrochés, attrapés pour ne plus faire un seul humain, un être humain. L'humanité. Oui, c'est ce qu'on a formé. C'est ce que j'ai trouvé de magnifique le soir du 13 dans cette loge. On était emmêlés les uns dans les autres. Et puis, depuis 2 ans, on est aussi emmêlés les uns dans les autres. Moi, je suis en connexion permanente avec des personnes comme moi, des gens qui ont perdu des proches, qui me contactent, qui m'envoient des messages. Il y a cette espèce d'instantanéité. Tout le temps, on est en contact. Et ça fait du bien. Des fois, c'est lourd à porter parce que c'est permanent, mais en même temps, ça me tient, ça me nourrit. Ça me donne l'impression de ne pas être dans mon individualité, d'appartenir à une grande famille. Oui. Et ça, c'est important. Oui. Et puis, il y a tous ces gestes simples. Quand vous sortez du Bataclan, certains veulent vous offrir un café, une couverture. Vous dites, j'ai envie de leur sauter dans les bras et de les embrasser. Oui, je me rappelle de ces voisins de la rue Oberkampf qui ouvrent la cour dans laquelle on va être mis à l'abri pendant plusieurs heures avant d'être évacué à la mairie du 11e. Et je me rappelle de ces gens dans cette cour qui, par les fenêtres, jettent tout ce qu'ils peuvent nous donner, puis descendent s'occuper de nous, donnent des couvertures, des cafés chauds, de la nourriture. Je crois qu'en fait, ils auraient pu nous donner l'intégralité de leurs appartements, tant ils avaient besoin de nous aider, en fait. Il y avait une vraie volonté d'aider. Et moi, je dis qu'en fait, ce qui nous tient depuis les événements, c'est que ce soir-là, on a vécu le pire de ce que l'humain est possible, mais on a aussi vécu le meilleur. Et c'est ça qui crée un équilibre et c'est ça qui nous tient debout. Oui, l'image incroyable de ce jeune homme qui se met à la fenêtre, après que vous ayez été enfermé, le moment où vous allez être libéré, qui prend le risque de prendre une balle. Et vous voyez les points rouges, mais c'est les fusils pointés sur lui. C'est ce garçon qui cherchait sa compagne et qui, effectivement, au moment où on attend de savoir si c'est réellement la police qui est derrière la porte, finit par prendre cette décision qui peut vraiment lui coûter la vie parce que tout le monde est à cran, de notre côté, mais aussi du côté policier, et ouvre la fenêtre pour que ça puisse s'arrêter, en fait, qu'on puisse enfin sortir, ouvre la fenêtre et se retrouve recouvert de points rouges. Ça nous a permis de sortir et sûrement, ça nous a épargné encore 1 heure, peut-être 2 heures de négociation. Donc oui, tous ces gestes qui peuvent paraître fous, plein de bonne volonté, plein d'humanité, de gens qui ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient, en fait. Ouais. Et puis aussi parfois l'incompréhension. Vous racontez une réunion, vous racontez des rencontres à l'Assemblée nationale, vous racontez des moments où on ne vous comprend pas, on est loin de vous. C'est insupportable. C'est insupportable et en même temps, je pense que c'est l'objet, c'est tout l'objet de ce livre. C'est-à-dire, on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas nous comprendre si à un moment donné, on ne leur explique pas. C'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, essayer d'expliquer, de faire comprendre, de permettre aux gens de se saisir des sujets qui sont les nôtres depuis 2 ans et depuis bien avant pour d'autres victimes, d'autres attentats antérieurs. Après, malheureusement, la société est faite de tout. Il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Je le dis à Maureen souvent. Maureen me dit, Maureen Roussel, la cofondatrice de l'association, Maureen un jour me dit, mais bon sang, je pensais qu'avec tout ce qu'on avait vécu, on était exempt de continuer à en baver après. Et je dis, oui, Maureen, mais en même temps, ça nous rassure. Le fait qu'un con reste un con, ça veut dire que finalement, la vie continue. Oui, c'est ça qui est incroyable. Un jour, vous recevez un coup de fil, les attentats de Nice, et là, vous passez de l'autre côté. Vous dites d'un coup, ça y est, je comprends ce que les autres ont pu, l'attitude des autres à mon égard, parce que là, cette fois, c'est eux qui me racontent ce qu'ils ont vécu. Oui, en fait, je bascule de l'autre côté. Je vois mon papa qui s'assoit dans le fauteuil dans lequel il s'est assis le 13 novembre, et là, je suis à côté de lui pour les attentats de Nice, et je vois mon papa qui me regarde et qui me dit ça recommence,
ça recommence. Et puis j'ai mon oncle qui habite à Nice, qui est sur la promenade des Anglais ce soir-là avec sa compagne et son enfant, son fils, mon cousin, et dont on n'a pas de nouvelles pendant de longues minutes. Donc j'ai compris un petit peu mieux aussi ce que mes parents avaient vécu. Moi, j'ai vécu un traumatisme à l'intérieur, mais le traumatisme qui a été fait à toutes ces familles qui ont attendu pendant des heures, voire des jours, des nouvelles de leurs proches, ce traumatisme-là, il n'est pas reconnu aujourd'hui par la société, et pourtant il est terrible. Oui. C'est un condensé de vie, ce livre. Je voudrais terminer juste avec l'image de votre grand-père. C'est très touchant parce que vous dites que c'est quelqu'un qui se passionnait pour l'actualité, mais ce jour-là, il n'avait pas écouté les informations. Et puis quand il apprend ce qui vous est arrivé, il vous dit quelque chose. Il vous dit « j'ai des choses à te raconter sur ce que j'ai vécu aussi ». Oui, mon grand-père a vécu la Seconde Guerre mondiale quand il était petit, et c'est quelque chose dont il ne parle pas. C'est quelque chose dont j'espère qu'il va un jour réussir à me parler. Il m'a dit « maintenant tu sais, maintenant tu comprends ». Et on s'en parle un petit peu, de plus en plus, en filigrane, parce que on sait ce que c'est que la folie humaine, on sait vers quoi elle peut porter, ce qu'elle peut provoquer, et je pense que ça nous allie encore un petit peu plus. Merci beaucoup, Caroline Langlade. C'est vraiment un témoignage tout à fait exceptionnel. Sortie de secours, ce qui m'importe après le 13 novembre, c'est de réparer les vivants, publié chez Robert Laffont avec une préface de François Hollande, l'ancien président de la République. Merci beaucoup, Caroline Langlade. Merci.